Ça me fait plaisir d'être ici. Écoutez, mon premier amour est l'urologie pédiatrique, mais nos petits devenant grands, ben, on continue à s'en occuper. Et la façon dont on est installé à l'IRDPQ, là, du côté réadaptation à Québec, on avait un urologue qui voyait les traumas médulaires, les scléroses en plaques, en fait, les gens inscrits au centre. Et on s'est rendu compte avec le temps que il y avait de plus en plus de gens qui vivaient longtemps, donc une demande, et on a indiqué que la clientèle pédiatrique était un petit peu laissée à elle-même et un peu déroutée dans tout ça. Donc, d'avoir une personne qui, comme moi, était plus du côté pédiatrique, d'aller à la transition adulte, là, avait un peu de sens. Donc, j'ai décidé de vous parler un petit peu de la recherche que j'ai faite sur le sujet, parce que on embarque dans la vague, on dit « Mon Dieu, ça n'a donc bien pas de bon sens. Comment ça que ça n'a pas de bon sens? Comment ça que ça ne marche pas? » Puis on se dit « Bien, peut-être juste nous autres, on est un petit milieu. Pourtant, un petit milieu, ça devrait être plus facile. » Et j'ai lu beaucoup, un petit peu en congrès, où ça commence à être un sujet d'intérêt, la transition. Donc, je vais vous faire part de ce que j'ai trouvé. C'est toutes des opinions d'experts, il y a beaucoup de choses de psychologie là-dedans et tout ça, donc c'est pas des opinions de moi, c'est des constats. Sur la clientèle SPINA, on s'entend que c'est une très large population, parce que les lésions sont très différentes. Il y en a qui ont des dérivations, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui marchent, il y en a qui sont en fauteuil. Donc, tout ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. Donc, on part avec ça. Mes objectifs de la présentation, de définir c'est quoi une transition. On va faire un peu le tour de ce que j'ai trouvé dans la littérature, ce que j'ai entendu en congrès, les expériences que j'ai entendues dans ma pratique jusqu'à présent, et de voir est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire pour que tout le monde soit un peu content. Le plan, pour arriver à ces objectifs-là, on va parler de la définition, le passé, qu'est-ce qu'on fait présentement et qu'est-ce qu'on peut penser pour le futur. Donc, une transition, si on regarde le Robert, le Larousse, peu importe sur Internet, on va toujours avoir un état de passage. Donc, la transition est vraiment un passage. Un passage ne se fait pas nécessairement de façon très abrupte. La transition au niveau des soins, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est pas un événement, un transfert. Je vois un médecin, le lendemain, je vois un autre médecin. C'est pas ça une transition. Ça, c'est un transfert. Donc, la transition, c'est pas ça. C'est plus un processus qu'un événement ponctuel. Il y a des gens qui ont essayé de mettre une définition là-dessus. Si on regarde, là, dès 2002, on a commencé à avoir des choses un petit peu plus concrètes au niveau de la littérature. Donc, c'est un mouvement planifié avec un but pour nos adolescents, jeunes adultes. On se parle ici là, de overall de maladies chroniques, là, donc le SPINA bifida va faire partie pour les orienter dans un centre adulte et qu'ils soient à l'aise là, dans cet environnement-là. L'Académie américaine de pédiatrie a été très proactif en 2002 et s'est installée avec d'autres associations, l'Association des médecins de famille, les internistes, pour essayer de voir comment on pouvait alléger ou faciliter ce passage-là. Et ils ont fait un consensus, ils ont eu plusieurs journées de réunion, ils ont écrit sur papier ce qu'ils ont été capables là, de mettre en évidence. Et une des plus grosses parties de leur consensus, c'était de définir qu'est-ce que la transition. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est amener le plein potentiel de maximiser la longueur de la vie, mais aussi la qualité de la vie, avec des soins appropriés pour l'âge et des services qui sont appropriés aux besoins de la personne. Donc, les grands principes, c'est que c'est un processus, c'est pas un événement. Ça se prépare, et le plus tôt où on le prépare, le plus, en bon français, smooth ça va être. Il faut que ça soit quelque chose qui est centré sur l'individu. On ne fait pas ça pour un groupe, on fait ça pour
une personne selon ses besoins, mais bien entendu, quand on parle de quelqu'un avec une maladie chronique qui commence en jeune âge, bien, la famille est toujours très impliquée. Même si la famille vieillit, même si les gens prennent de l'autonomie, la famille, il faut toujours qu'elle continue à être inclue parce qu'elle a supporté ce processus-là dès le début. Il faut aussi adapter les soins au stade de développement. On ne demandera pas, dans la transition, on ne demandera pas à un enfant de 8 ans de prendre le téléphone, d'appeler la centrale des rendez-vous et de planifier son rendez-vous. Mais de dire, moi j'ai 3 médicaments, la bleue là, que je prends le matin, elle sert à quoi? Ah, ça c'est pour que je sois plus attentif à l'école. Celle que je prends après, la petite blanche, ah, celle-là, elle aide à calmer ma vessie. Puis de connaître un petit peu là, pourquoi on ne fait pas, et pas juste dire « rouvre la bouche, on met ça dedans, une petite cuillerée de Nutella pour que ça goûte meilleur » et on continue avec le reste. Donc, d'être impliqué, puis ça fait partie de l'apprentissage de n'importe quel enfant. Au début, on prend une petite cuillère, on les nourrit. À un moment donné, on leur laisse la cuillère, ils en mettent partout. Ça ne marche pas tout le temps du premier coup. On lave le plancher, on met le linge dans la laveuse. Mais bref, un jour, ils sont capables de manger de la soupe, puis il n'y en a pas partout autour. Donc, les soins de santé, il faut que ça soit un apprentissage. Il faut leur laisser de la corde, mais comme on dit, on leur en laisse juste assez pour pas qu'ils se pendent avec, mais qu'ils soient capables de faire un bout. Et bien sûr, la planification doit être flexible. Un adolescent, ça restera un adolescent avec une maladie chronique ou pas de maladie chronique. Il y en a qui, à 12 ans, sont capables d'organiser leur vie. Il y en a qui sont rendus à 22 ans puis qui ont de la misère à l'organiser. Donc, il faut aller à la vitesse où les choses sont et on a des structures. Nous, dans la région de Québec, on n'a pas de structure rigide comme on peut penser plus dans la région de Montréal ou de la région de Toronto. On n'a pas un hôpital pédiatrique peu. Si moi, je décide que j'opère un patient de 78 ans, il n'y a personne de l'administration qui va venir me dire « Non, tu ne peux pas, ça ne rentre pas dans la mission de l'hôpital. » Alors que quand j'étais en formation spécialisée à Toronto, le patient qui avait 18 ans et un jour, si tu voulais l'opérer, il fallait que tu demandes une dérogation à la direction de l'hôpital pour dire « Écoute, je l'ai opéré il y a 3 semaines, il faut bien que je fasse mon suivi post-opératoire, ça n'a pas de bon sens. » Mais il te fallait quand même une justification. Donc, ça s'étirait souvent et justifié jusqu'à 21 ans. Mais à 21 ans, tu avais intérêt à être très proactif et très avancé dans ta transition parce qu'à 21 ans et un jour, il n'y avait plus beaucoup de justifications qui étaient permises. Donc, cette histoire de flexibilité-là est un petit peu plus difficile avec certaines structures. Nos buts de la transition, en fait, c'est de pourquoi je suis malade, pourquoi je vais à l'hôpital, pourquoi il faut que je me passe un cathéter à tous les jours, ça sert à quoi, ça me tente pas, mes amis à l'école, ils font pas ça, pourquoi moi faut que je me fasse des soins intestinaux, ça me prend 1h30 le matin, puis que je peux pas m'en aller à l'aréna jouer au hockey à 6h du matin. Donc, c'est ces choses-là que si je comprends ce qui se passe, bien, je suis plus en mesure d'accepter et d'embarquer et de voir quels outils sont disponibles là, pour... puis comment ça marche un hôpital. Si c'est toujours quelqu'un qui s'en occupe pour moi, je n'apprendrai jamais. Et si à un moment donné, la personne qui s'en est toujours occupée n'est pas là, bien là, je suis dans le trouble. Et je me retrouve où? À l'urgence. À l'urgence. Puis là, il n'y a personne qui connaît ça. Ah, tu fais du cathétérisme, tu fais ça comment? Ah, c'est quoi ça, une sonde avec un coude dedans? Ah, tu as de la misère à le faire. Bien là, si tu n'es pas capable de le faire, on ne sera pas plus capable que toi. Donc, toutes ces petites choses-là qui créent beaucoup d'insécurité qu'on veut être capable d'avancer. Ce qu'on veut aussi, c'est se garder en forme. Le but de la transition, c'est d'avoir un suivi, de prévenir les problèmes. On veut promouvoir l'autonomie, atteindre le potentiel là, maximum, puis c'est de planifier à long terme. Parce qu'avant ça, la transition, du planifier à long terme, on n'en parlait pas beaucoup. Quand tu ne te rends pas à l'âge adulte, tu ne penses pas avoir des enfants, tu ne penses pas à protéger tes os ou des choses comme ça. Donc, c'est toutes ces choses-là qui rentrent dans l'histoire de la transition. Plus précisément, en urologie, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent comment ça marche. Cet après-midi, on a un autre atelier où on va regarder un petit peu plus c'est quoi le système urinaire, c'est quoi les aides techniques qu'on a et tout ça. Donc, ça fait partie des choses là, dans la transition de comprendre. Et mon but est
juste par exemple, hier, j'étais au centre de réadaptation, je n'ai vu un grand que je connaissais pas, qui arrivait de l'enfance. Puis il me dit, moi, mon but, là, quand je joue au basket, là, j'ai des fuites. Mon but, c'est que tu me règles ça. J'ai dit, OK. Moi, mon but, c'est, je garde tes reins en santé, puis après ça, on va se parler du reste. Je veux pas que tu te retrouves à l'urgence parce que tu fais des infections. Je veux pas que tu te retrouves à l'urgence parce que tu fais des pierres. Je veux pas que tu te retrouves à l'urgence parce que tu as de la misère, si tu as un sphincter, si tu as des cathétérismes ou des choses comme ça, parce que c'est trop difficile pour toi. Puis après ça, effectivement, on va s'occuper de ton problème. Mais mon but, c'est ton but. Je te ferai pas faire du cathétérisme, tu dis que tu veux rien savoir. Mais tu peux comprendre que c'est des responsabilités partagées et tout ça. Puis, on est rendu à se parler de continence, de qualité de vie. Parce que je peux être au sec, mais je vais uriner aux heures. Puis quand je vais uriner, bien, ça me prend 20 minutes dans la salle de bain. Donc, il me reste 40 minutes sur une heure à raison de toutes les heures de 8 heures à 8 heures. C'est pas vivable, ça. Donc, c'est d'adapter toutes ces choses-là, puis on se parle plus au niveau qualité de vie. Puis plus on vieillit, bien, la sexualité, c'est une réalité de tout le monde. Puis maintenant, avec les médias sociaux, avec Internet et tout ça, bien, tout le monde sait ce que ça veut dire faire l'amour. On est allé explorer des choses, bien, on se dit, bien, pourquoi moi, je pourrais pas? Et éventuellement, quand on peut est rendu un petit peu plus loin, on peut se parler de fertilité aussi. Donc, pour être capable de passer à travers ça, il faut avoir des outils. Et il faut être capable de s'identifier comme personne. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie, d'avoir des valeurs pour avoir des objectifs. Puis c'est sûr que nos parents vieillissent. Ils ne pourront pas s'occuper toujours de toutes les petites choses. Ils commencent à avoir leur bobo à eux autres. Donc, d'avoir de l'indépendance, de connaître le réseau, de connaître comment ça fonctionne, bien ça donne une fierté, une estime de soi. Donc, on avance, on est capable d'aller chercher des choses de ce côté-là. Et bien sûr, si j'ai de la misère à m'exprimer ou si j'ai de la misère à mettre mes idées en ordre, bien, mes objectifs ne seront pas les mêmes que si je suis quelqu'un de très loquace et qui parle beaucoup. Donc, ça fait toute partie des choses, des tâches au niveau du développement qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Donc, les buts et les objectifs ne seront pas la même chose. Quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer, on ne lui demandera pas d'appeler à sa pharmacie ou de régler ses rendez-vous, des choses comme ça. On sait qu'il va falloir développer un outil pour l'aider avec ça. Donc, c'est de prendre aussi et de trouver une utilité, parce qu'une journée, ça peut être longue. Les feux de l'amour à 4 heures l'après-midi, à un moment donné, tu tournes en rond longtemps, mais de te trouver une utilité, de te trouver là, un but et des choses qui sont bons pour l'estime de soi et qui t'aident à avoir le goût de te lever le matin, de te préparer, de te mettre beau, de te mettre belle, bien, c'est important aussi. C'est un sujet très à la mode. Quand on regarde, quand on fait une recherche dans les moteurs de recherche de la littérature médicale, avant 90, il y avait à peu près pas grand-chose. On a vu qu'en 2002, il y a des associations qui se sont mises ensemble qui ont dit « faut qu'on se parle de transition ». À partir de ce moment-là, il y a eu un intérêt. Et en urologie, ça a pris un petit peu plus de temps pour qu'on se sente interpellé. Quelques petits articles, mais là, de plus en plus, c'est quelque chose qu'on voit dans nos congrès internationaux, américains, européens. Il y a toujours quelques heures attribuées à la partie transition. Pourquoi on n'en parlait pas? Pas parce que ça n'existait pas, hein, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Mais quand tu penses à survivre, hein, à être capable d'avoir une créatine ou une fonction de tes reins, puis que tu ne meurs pas de ça, que tu ne meurs pas d'infection, que tu ne meurs pas d'une pneumonie, bien là, tu ne penses pas à « je vais-tu être capable d'avoir des enfants ». Donc, quand on est dans les années précédentes, c'est-à-dire avant les années 70, ils ont pris 1971 parce que c'est dans les années suivant l'utilisation plus régulière du cathétérisme. Donc, c'est une des choses qui a changé beaucoup dans la pratique urologique. Bien, la mortalité de 50 % à 30 ans, c'est énorme. Puis de ceux-là, 30 % c'était les reins qui défaillaient. Donc, il y avait beaucoup d'autres raisons, mais maintenant, on est dans des chiffres qui ont changé énormément. Puis ça, on regarde, c'est un petit peu illustré différemment, mais on voit que là, on n'est même pas dans des années aussi loin que 1960. Bien, même déjà, si on voit la ligne bleue, c'est les années 80. Puis si on regarde 98 à 2003, la petite ligne noire en haut, on a déjà un bon bout de chemin. Puis là, on est encore 10-15 ans plus tard, bien, probablement que la ligne a augmenté encore. Mais pourquoi on en parle?
parce que des vessies comme ça, on en voit encore arriver dans notre bureau. Il y a 4-5 ans, j'ai un jeune homme qui reste en milieu plus rural, une famille avec un petit peu de moyens, mais pas beaucoup de proactivité, tout ça, qui, à un moment donné, bon, à l'enfance, très bien pris en charge, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, mais qui n'avait pas tout très bien saisi. Puis à un moment donné, il fait du cathétérisme, mais tu sais, il n'y a plus d'urine qui sort. Ça donne quoi que j'en fasse? Bien, j'en ferai plus. Ah, les médicaments, ah, j'ai tout le temps peau sèche, tout ça, je vais arrêter ça. Puis il n'y a personne qui est revenu cogner à leur porte pour dire ce serait important qu'on se revoie. Et là, d'arriver fatigué, pas d'appétit, perdu beaucoup de poids, font des prises de sang à l'urgence. Parce que bien sûr, la porte d'entrée, c'est où c'est l'urgence. Oh mon Dieu, ta fonction de terrain, ta créatinine, là, qui, pour un gars de son poids, son âge, devait se situer probablement aux alentours de 50. Plus le chiffre est élevé, plus il y a de déchets dans le sang. On se retrouve avec 400. Oh! On t'envoie à l'Hôtel-Dieu de Québec, vite, tes reins, ça ne marche plus. Bien, le néphrologue, le spécialiste des reins, le voit, dit « Mon Dieu, commence à faire des tests. » Il dit « Ouais, tes reins sont amochés, il va falloir qu'on se parle de dialyse, mon homme. » Oh! Grosse barrière, là, dialyser. C'est pas une affaire que... Il y a toutes sortes de façons. On peut faire de la dialyse à la maison, de la dialyse à l'hôpital, mais c'était pas un bon candidat pour faire ça à la maison. OK, 3 fois par semaine, à raison de 3-4 heures à l'hôpital, à toutes les semaines, il reste à 2 heures d'un hôpital. OK, grosse marge. Bon, on va juste vérifier aussi. Ah, toi, t'es un SPINA. On se parle d'un hôpital universitaire de Québec. Fais voir en urologie, juste pour dire, il y a quelque chose que vous voyez qu'on pourrait améliorer. Le résident, donc le médecin en formation qui était là, qui a vu le patient, il arrivait de la pédiatrie, il dit « Ben voyons, c'est un SPINA. On va y faire une cytographie mixelle, on va y faire un bilan, puis etc. » Mais ce monsieur-là, on l'a pris en charge, et maintenant, il y a une créatinine un peu élevée. C'est normal, peut-être 50, il se tient à 140. Donc, comparé à notre 400, juste parce qu'on s'est occupé de sa vessie. Donc, il a fait être en dialyse, ce monsieur-là. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas. Puis là, ben, on le stabilise, ça fait 5-6 ans, il va très, très bien. Donc, ça vaut la peine, puis ceux qu'on échappe, ou ceux que, à un moment donné, le système fait qu'ils disparaissent un petit peu, bien, c'est pour ça que ça vaut la peine d'être suivi. Pourquoi on en parle? On en a parlé de tout ça. Quand il n'y a pas de transition, on sait qu'il y a le 2/3 des gens qui vont négliger leur suivi. Puis tout dépendant comment la structure est faite, ça peut être très variable. Oublier un rendez-vous, la centrale de rendez-vous t'écrit comme non venu, reprendra rendez-vous. Mais reprendre rendez-vous, il faut que tu y penses, il faut que ça te tente, il faut que tu te déplaces. Mais, donc, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont négliger leur suivi. Puis la pensée magique de si j'y vais pas, ils ne trouveront pas de problème, on ne fera rien, puis ça va bien aller. Malheureusement, ça ne marche pas. Malgré tout, puis ça vaut la peine. On se dit, bon, ils ont fini, tu sais, en pédiatrie, là, il faut suivre parce qu'ils grandissent, il faut changer les doses de médicaments, le corps change, tout ça. Bon, on est rendu adulte, ça ne change plus besoin de faire ça de façon aussi serrée. Mais malgré tout, ceux qui ont participé à une clinique de transition, il y a quand même 70% qui ont, avec le temps, dans les 5 premières années, eu un changement, dont 40% que c'était même une chirurgie. Donc, on sait que de la prévention en spina bifida, en urologie, ça vaut la peine parce que il y a 35, si les gens avaient eu un suivi, il y a 35% de ces gens-là qui ne se seraient pas présentés à l'urgence pour une complication. Donc, c'est quand même, pour notre système de santé, ça vaut la peine, mais pour la personne aussi, parce qu'elle a une clinique planifiée, puis tout ça, c'est plus facile qu'à l'urgence, puis là, qui te parque dans un coin, puis là, tu fais une plaie parce que t'as une civière ça de grosse, puis que venir te tourner, ils ne connaissent pas trop ça. Donc, c'est des choses qui vont avec ça. Faut en parler parce que ça va finir par arriver. Même si on n'en parle pas, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Je ne peux plus m'occuper de toi ». Parce qu'un urologue, maintenant, c'est plus ce qu'était un urologue il y a 25 ans. Avant ça, un urologue, ça s'occupait du cancer des enfants, de la fertilité, de tout ça. Maintenant, il y a des oncologues,
il y a des urologues pédiatriques, il y a des gens avec des spécialités en fertilité. Donc, la spécialité est rendue de plus en plus pointue parce qu'il y a de plus en plus de choses. J'ai des collègues, moi, qui ne font que de la pierre dans les reins. Donc, le SPINA qui voit une fois par 10 ans, bien, peut-être qu'il ne se rappelle pas de toutes les petites spécificités ou les choses comme ça. Puis, quand on a peur, bien, on fait moins de démarches. Quand on a peur, l'inconnu est très insécurisant. Donc, si on en parle, on sait dans quoi on s'embarque, bien, c'est plus facile de passer à travers le processus. Malgré tout, il y a quand même 60 % qui vont être insatisfaits s'il n'y a pas vraiment de structure parce qu'ils ont l'impression d'être, en bon français, lâchés lousses dans la nature. Puis du côté canadien, je n'ai pas de chiffres, mais du côté américain, on sait qu'il y a à peu près 40 % des gens qui vont être invités à une transition. Donc, pas qu'ils vont y participer, qui vont être invités, qui vont leur être suggéré qu'il y a une structure pour ça. Les autres spécialités médicales sont un petit peu plus en avance avec nous autres. La cardiologie, la pneumologie avec la fibrose kystique, en diabète, en arthrite et en cancer, on a des chemins ou des contextes un petit peu mieux tracés. Cependant, c'est sûr que si tu as une malformation cardiaque qui t'empêche de faire du sport ou des choses comme ça, mais souvent, au niveau cognitif, par exemple, tu n'as pas beaucoup de barrières, donc ça aide un peu. Le diabétique, s'il n'est pas suivi, c'est pas dans 10 ans qu'il va avoir des effets de ne pas bien se traiter puis pas se prendre en charge. Ça va être demain matin, il va arriver en coma diabétique à l'urgence. Donc, tu sais, c'est ces choses-là. En urologie, si tu fais ce que tu as à faire, ça se peut que tu n'en aies pas de problème, mais les répercussions, tu ne les verras pas la semaine prochaine. Tu vas les voir dans 5, 10, 15 ans. Donc, on a... Puis l'autre chose en urologie, on a une population plus petite. Tu sais, si on se parle de diabète de type 1, il y a des millions de personnes avec ça. Les spina bifida, il n'y en a pas tant que ça. Puis, on est un petit pays où les gens sont très éloignés un des autres. On n'a pas beaucoup de groupes. Là. Vous n'avez pas de groupe de 3000 personnes dans une ville qui va avoir une problématique. Puis, même si on avait ça, les gens ont des atteintes différentes. Donc, les besoins sont différents. Donc, c'est plus difficile. Puis, de garder une expertise de ce côté-là, c'est plus difficile aussi. Donc, il y a des gens qui ont essayé de planifier des modèles et la Colombie-Britannique et Toronto ont été un peu proactifs de ce côté-là. C'est sûr qu'au Québec, on est encore un petit peu plus isolé parce que si on parle français, bien, ça nous limite encore un petit peu plus dans ce qu'on est capable d'aller chercher comme information. Spécifiquement pour les SPINA, certaines contraintes qu'on va avoir différemment à quelqu'un qui a une fibrose kystique, qui a de la misère à respirer, mais qui est capable de marcher, qui n'a pas d'incontinence, qui n'a pas de problème cognitif, bien, il y a des choses qui vont être plus faciles, puis d'autres choses plus difficiles. Être capable de se prendre en charge. Il y a des gens qui vont toujours avoir besoin d'une aide pour nous rappeler, parce qu'on a plus d'inattention, on a de la misère à se concentrer, à avoir des tâches. Bien, de planifier sa vie, c'est plus difficile. Le milieu social. Hein, d'avoir quelqu'un avec un spina bifida, pour des familles, c'est très difficile. Donc, il y en a qui se séparent, il y en a qui se déchirent, il y en a que ça les soude. Tant mieux, mais quand le milieu social est difficile, bien, c'est difficile d'avoir de l'aide aussi. Les parents, ils vieillissent. Il y a 6 mois, 1 an, j'ai vu une dame avec un spina bifida que je ne connaissais pas, qui vient parce qu'elle a des problématiques nouvelles. Elle a 50 ans et elle vient avec sa mère de 80. Et les problématiques, quand tu commences à regarder ça, sont là depuis 2 ans parce que maman, elle a placé sa fille dans un centre. Et elle s'en est toujours occupée, puis elle n'a jamais eu de problème de choses qui décollent, mais elle s'en est toujours occupée. Mais là, à 80, à un moment donné, on dit je ne suis plus capable de m'en occuper. Donc, ça aussi, c'est une réalité là, qui est difficile. Si on regarde des organisations comme la fibrose kystique ou même l'arthrite juvénile ou des choses comme ça, ils ont des associations qui sont très grosses et qui ont beaucoup de monde. Quand on regarde des associations de cancer ou de choses comme ça, tu sais, cancer, là, c'est pas facile de ramasser de l'argent, mais c'est plus facile que si, moi, je vais commencer à me promener avec la pancarte d'ici puis dire, ah oui, le spina bifida. 3/4 du monde vont me regarder et vont dire,
De quoi on parle? Ah oui, ben ils ont des problèmes de... Il y en a qui sont en fauteuil, puis il y en a qui ont... Leur vessie ne marche pas. Puis tu sais, c'est un peu moins sexy comme vente, donc c'est un petit peu plus difficile d'établir un réseau. Puis quand on est dans un marché francophone, dans une multitude anglophone, bien c'est sûr que ça met une barrière de plus. Trouver un médecin de famille. Je serais curieuse de savoir le médecin de famille qui était content de vous voir arriver et dire « Ah oui ». Puis surtout avec les nouvelles barrières que notre ministère est en train d'établir, tu as tant de temps, il faut que tu vois tant de patients dans ta journée. Un patient qui arrive avec un fauteuil, là, le premier réflexe, c'est « Ah non, ça va être long ». Deuxième réflexe, « Mais moi, je ne connais pas ça, du cathétérisme. Ouais, mais tu as une bactérie dans tes urines, il faut que je te donne un antibiotique. » Non, non, je suis colonisée. Non, non, mais c'est parce que tu as une infection d'urine. Non, non, tu n'as pas besoin de me traiter. Donc, tu sais, de trouver quelqu'un qui connaît ça, c'est difficile aussi. Puis, si j'ai une sonde à demeure, puis qu'elle bloque tout le temps, bon, bien, quand je connais ça, puis que je n'ai déjà fait des pierres, je vais y penser. Mais le médecin à l'urgence, là, il ne pensera peut-être pas nécessairement, il va dire « Ah, oh, peut-être plus de spasmes, on va te faire une irrigation. Ah, oh, ça coule, OK, t'es correct, ciao, bye. » Donc, tu sais, c'est ces choses-là qu'il faut être éduqué. Il faut éduquer nos gens autour, mais c'est sûr que la personne elle-même, si on a été en mesure de lui donner ces connaissances-là, bien, c'est sûr que ça va être aidant de dire « Écoute, j'arrive, là, puis ma sonde est bloquée, là, probablement que j'ai des pierres. Oh, écoute, je connais pas ça, mais je vais être plus ouvert et je vais aller de ce côté-là. » Puis, bien sûr, le spina bifida, ce n'est pas que l'urologie. Moi, je m'occupe de cette partie-là, mais il y a d'autres problématiques. Il y a la problématique intestinale, il y a la problématique de muscles, d'ostéoporose, de spasticité, de flexion, de toutes sortes de choses, de valves. Ben moi, si ta valve ne marche pas bien, je vais appeler le neurochirurgien. Mais donc, le fait d'avoir plusieurs problèmes, plusieurs spécialités, bien, d'avoir une personne au centre de tout ça, c'est plus difficile. Quand on est en fauteuil, bien, l'obésité, ça entre en ligne de compte. On a des atteintes au niveau vésical, mais on peut avoir des atteintes au niveau sexuel. Quand on est à l'école, on ne peut pas aller à n'importe quelle école. On veut juste aller à la salle de bain, il faut demander de l'aide. Donc, l'estime de soi, les dépressions, on sait que c'est plus fréquent. Puis, de garder un réseau, ce n'est pas nécessairement facile. L'autre chose dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'au Canada, on est couvert. La médecine, ça ne coûte rien. Bien, à un moment donné, quand on commence à piloter là-dedans, on se rend compte que ça peut coûter très cher. Et je suis un enfant, je suis sur la couverture de mes parents, ça va très bien. Vient d'un âge où les assurances parentales ne couvrent plus. Oh, ils ne payent plus pour le VisiCare, c'est rendu, il faut que j'aille un code d'exception. Oh, ma fourniture, là, il faut que je sois inscrit au service d'élimination. Donc, c'est toutes ces choses-là aussi où il faut se préparer, parce que la journée que les assurances disent « on ne paye plus », il faut déjà avoir enclenché des choses. Quand on regarde les études de psychologie, puis il y a des gens qui ont essayé de faire des résumés de tout ça, on sait qu'il peut y avoir un peu plus d'inattention, un peu plus de problèmes au niveau de l'exécution. Le plan est bon, mais d'enclencher le plan est plus difficile. Puis, bien, c'est sûr que comme n'importe quelle maladie chronique, les parents sont très... les parents, par définition, c'est protecteur, c'est fatigant. Moi, c'est ça que j'ai dit à mes enfants. J'ai dit, écoutez, je vais être ta mère, tu vas être rendue à 30 ans, puis tu vas me trouver aussi fatigante, puis je vais m'en occuper. Puis, ils sont en santé. On va à la clinique de temps en temps pour des petites affaires. Mais, tu sais, donc, si on est au jour zéro impliqué dans... Il va falloir du cathétérisme, on va faire un bilan urodynamique une fois par année, bien... Je t'aide, je te prends en charge, mais à un moment donné, de dire, je te laisse un peu de corde, je te laisse un peu d'espace, c'est difficile. Puis, quand on les interviewe tout seul, il y en a une bonne partie qui disent, je me sens un peu pris. Donc, tu sais, c'est d'en laisser assez, mais pas trop. Mais c'est sûr que comme n'importe quel enfant, si tu le laisses jamais manger tout seul, il apprendra jamais. Si tu fais ses devoirs à sa place, il va peut-être avoir des bonnes notes, mais la journée qu'il va être dans la classe, il va faire un examen tout seul. Ça ira pas bien, donc il faut les laisser avancer parce que si on les laisse pas avancer, bien, tu dis, j'ai pas besoin de faire ça, donc tu développes pas les outils là, pour faire ça. Puis c'est sûr que quand je m'échappe au niveau des urines, quand je m'échappe au niveau des intestins, même si je suis dans une école où
les gens comprennent que je suis pas tout à fait comme eux autres, ben peut-être que j'ai moins le goût d'être ton ami ou tu sais, l'intimidation, c'est pas nouveau, mais puis ça continue, ben c'est sûr que des fois, je deviens un petit peu plus reculée et un petit peu plus en dehors des activités sociales et tout ça. La perception de soi est quand même excellente et en fait très bonne. Surpasse souvent, la plupart des adolescents vont se trouver bons et veulent en faire plus. Ce qui manque souvent, c'est quelqu'un qui leur dit « Viens, je vais t'aider à le faire » ou « Vas-y, essaye ». Puis de dire, puis c'est facile de dire « Ah oui, j'aurais des beaux projets », mais il faut les mettre en branle pour que cette belle idée-là. Donc ça, on sait qu'il y a un peu plus de dysfonction d'exécution. Donc de dire « Ah oui, il faudrait que je prenne mon rendez-vous ». Faudrait. Mais ça ne va pas arriver de façon magique. Donc ça, c'est toutes des choses qui ont été là, du côté psychologique là, retrouvées. Quand on regarde les recommandations de suivi au niveau de la vessie neurologique en général, et plus spécifiquement chez le spina bifida, on n'a pas grand-chose qui se base sur pas grand-chose. Il faudrait bien les voir aux années. Pourquoi pas aux 15 mois? Pourquoi pas aux 24 mois? Bien, ça a juste du bon sens. Donc, quand on regarde ce que l'Association européenne, eux, des échographies aux 6 mois, visite, examen physique aux années, prise de sang pour la fonction des reins, surtout aux 12 mois, puis bilan urodynamique aux 12 à 24 mois. Je pense pas qu'il y ait grand monde ici qui soit capable de donner ça et qui ait besoin d'avoir ça. Un autre groupe américain, eux, ont dit on fait tout à toutes les années. Que ça aille bien, que ça aille pas bien, on fait tout à tout le monde à toutes les années. La Société de continence internationale chez l'enfant, eux, ont dit, on connaît ça, nous, les SPINA. Enfant, on fait ça très régulièrement. Un adulte qui va bien aux 3 ans, c'est suffisant. Donc là, il y a un groupe, le groupe d'Halifax, qui a challengé cette affirmation-là, parce que nous, c'est une société qu'on respecte, puis on trouve qu'ils ont des très bonnes solutions, des très bons guides. Mais eux, à Halifax, ils sont dans un petit milieu où c'est un urologue pédiatrique qui fait le suivi adulte. Il s'est dit, regarde, nous autres, on ne se casse pas la tête, là. Pédiatrique, c'était aux ans, an et demi, on continue la même affaire, là, ça va être trop compliqué de dire, ah oui, toi, t'as fait ta transition, on va te voir aux années et demie, toi, on te voit aux 3 ans. Regarde, on voit tout le monde aux années et demie, puis là, ils se sont dit, faisons le scénario que les gens qu'on a vus aux années et demie, on les avait vus aux 3 ans. Qu'est-ce qu'on aurait manqué? On aurait-tu manqué des choses importantes ou finalement, ils ont bien raison, on devrait juste les voir aux 3 ans, puis qu'on dépense de l'argent puis du temps de tout le monde pour juste voir quelqu'un pour le fun de le voir. Bref, ils se sont rendus compte, si on regarde le petit graphique, que la ligne, là, c'est quand le temps selon la dernière visite, bien, on voit qu'il y a 50% des problèmes urologiques qui, à 2 ans, à 24 mois, sont là, et 75% vont être là à 36 mois. Mais oui, il y a des problèmes, c'est correct, mais s'il y a un problème, puis que je m'en rends compte, j'appelle ma clinique, on s'organise, ça peut être une façon. Mais si j'ai pas de signe de ça, tu sais, que je fais un bilan aérodynamique, là, où je fais une prise de sang, puis on se rend compte, oh, ma prise de sang n'est pas bête. Ou mon bilan aérodynamique est donc bien rendu de croche, je commence à avoir des grosses contractions, des grosses passes, ma vessie est plus élastique, bien, on va agir là-dessus. Donc, il y a quand même 34% qui ne présentaient pas de présentation, ça faisait pas mal, puis il n'y avait pas plus de fuite, puis il n'y avait pas plus d'infection. Bien ça, on sait qu'à long terme, c'est un problème, donc, puis que ça peut avoir des conséquences. Puis des problèmes qui ont été retrouvés, bien, on voyait que 81% avaient besoin d'une intervention. Une intervention étant, j'augmente ta dose de médicaments, je t'arrête des médicaments, on augmente le nombre de cathétérismes, ou bien je te fais une opération puis j'agrandis ta vessie. Donc, c'est toutes des choses qui valent la peine. Donc, eux ont conclu, écoutez, 3 ans, c'est trop loin. Je pense que du 1 an et demi, 2 ans, c'est plus raisonnable, puis on attrape les choses d'avance. Quand est-ce qu'on commence ça, une transition?
dès que le problème apparaît, si on commence à avoir du diabète à 10 ans, bien, on pense déjà qu'un jour, on va être adulte et qu'on ne restera pas dans le centre pédiatrique toujours. Puis ça fait partie, la transition, en fait, c'est pas juste une transition, c'est de s'adapter puis de grandir et tout ça. Il y a des gens qui ont invoqué le 12 ans. Et quand on fait le sondage au niveau des médecins, il y a des gens qui nous ont envoyé un sondage à tous les urologues pédiatriques au Canada qui ont dit « Quand est-ce que vous pensez que c'est le temps qu'on embarque là-dedans la transition? » Puis quand on demande la même chose aux gens qui sont impliqués puis que la clientèle, il dit « Bien, 18-21 ans, ça serait le temps. » Mais notre système, c'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'à 18, ça soit pas mal avancé, puis si c'est pas fini, puis à 21 ans, si tu es dans un centre qui est considéré pédiatrique, bien, je te donne un grand coup de pied dans le derrière, tu sors d'ici, puis tu t'organises. Donc, si la transition commence là, c'est sûr que c'est trop tard. Comment on se prépare? On en parle. Vous savez, vous êtes dans un centre pédiatrique au Canada, ça veut dire 18 ans, etc. Ça rouvre une porte. Ça commence comme ça. Ça ne veut pas dire « je m'occuperai plus de vous », puis vous organiserez pour vous trouver quelque chose. On veut les accompagner là-dedans et on veut que l'autonomie soit progressive au fur et à mesure. Comme on disait tantôt, « Hey, maman, c'est mon dernier cathéter. » Tu es rendu à 15 ans, tu aurais pu prévoir, puis peut-être que ça peut être dans tes responsabilités, dans tes tâches de considérer que la boîte, elle achève, ou de savoir que à tous les 3 mois, il faut faire un petit appel au centre d'approvisionnement pour qu'ils pensent de t'envoyer des choses. Donc, progressivement, de connaître c'est quoi la médication. Comment, si mon médecin me donne une nouvelle prescription, je fais quoi avec ça? J'envoie à la pharmacie me le livre? Ou je peux aller à la pharmacie, puis des choses comme ça. Donc, tu sais, ça a l'air bien bête comme ça, mais, tu sais, puis dire, ouais, si je veux qu'il me rajoute des Tylenol avec ça, bien, ça existe, ces tablettes. Je n'ai pas besoin d'avoir un médecin qui me prescrit ça. Donc, c'est tous ces petits apprentissages-là qui fait que, ben, ma mère, elle se casse une jambe. Elle ne peut plus s'occuper d'aller à la pharmacie puis tout ça. Mais c'est pas grave. Je suis capable de m'occuper. Ou, tu sais, d'appeler mon pharmacien et de dire, écoute, là, ma personne qui va me chercher mes médicaments, elle ne peut pas. Oh, mais on a un service de livraison. Puis, et d'être capable de cheminer là-dedans. Prendre un rendez-vous, hey, ça va pas bien. Comment, c'est quoi, quand j'ai un problème aigu, là, c'est quoi le système? Comment ça marche à ma clinique? Donc, toutes ces petites choses-là. Et aussi, de laisser l'enfant aller à un rendez-vous ou une partie du rendez-vous. Dire, tu sais, la première partie, de dire comment ça va, as-tu des problèmes avec les fuites, as-tu fait des infections? Faire ce petit bout-là tout seul. Ou il y a des cliniques qui ont fait une salle avec un miroir, le parent est de l'autre côté, donc il n'est pas exclu. Il voit ce qui se passe, il peut prendre des notes, dire « Ah, il a oublié de dire ça, il a oublié de dire ça », puis de le faire rentrer pour dire « Bon, bien, le plan, on est rendu à telle place, puis on va augmenter le médicament. » Mais tu sais, la famille est encore inclue, mais de dire « Je te laisse un peu de là, je te laisse détacher, je te laisse répondre aux questions. Hein? Combien de fois dans mon bureau, pas pour des spinas, là, des enfants qui viennent me voir pour de l'incontinence nocturne ou qui ont des infections à répétition, puis que, ouais, tu bois-tu beaucoup d'eau, tes cacas sont-tu durs? Puis que là, c'est les parents qui répondent. Puis là, tu te retournes, puis l'enfant, tu dis, toi, quand tu vas à la salle de bain, là, quand tu t'essuies, là, tu sais, y a-tu du caca sur le papier? Ou bien, ah non, il est propre, je suis prêt à m'en resservir. Puis, hey, tu sais pas quoi, l'autre fois, j'ai bouché la toilette chez nous. Tu sais, il y a des choses qu'on apprend différemment des enfants et des parents qui, tu sais, à 12 ans, là, il y a bien des enfants qui s'essuient tout seuls, puis que les parents, ça fait longtemps qu'ils ne savent plus s'ils vont à tous les jours, à tous les 2 jours, ou tout ça. Donc, c'est de laisser là, des choses de ce côté-là. Il y a des gens qui se sont rendus compte que les parents et les enfants ne sont pas rendus au même stade de préparation à la transition. Il y en a que dès 12 ans, ça va être facile d'en parler. Il y en a qu'il va falloir en parler un peu plus tard, selon la condition médicale et tout ça. Donc, il faut être flexible. Les différents modèles, c'est d'avoir un parrain, un mentor, qui nous aide à cheminer là-dedans. « Ah oui, regarde-moi, j'étais à ton centre pédiatrique, puis là, je suis rendue au centre adulte. Bien, viens avec moi, je vais te montrer. Là, aujourd'hui, on s'en va au 3e étage, parce que c'est là qu'ils font l'échographie, puis des choses comme ça. Des ateliers.
on fait ça en groupe, on va visiter l'hôpital, voici, tu sais, de faire des ateliers. Il y a des logiciels, il y a des choses sur Internet, il y a des questionnaires. Tout ça a été testé un petit peu, puis c'est décevant et c'est toujours, quand on essaie de faire ça pour un groupe ou une masse, ça marche toujours moins bien que par individu. Comme ils ont fait une étude, ils ont pris des gens, ils ont fait un atelier de 2 jours, puis ils se sont rendus compte que d'avoir donné des ateliers sur comment ça marche une pharmacie, comment ça marche la clinique, ben les gens n'étaient pas meilleurs après ces 2 jours-là de formation. Il y en a qui sont devenus très, très bons, puis il y en a que ça leur a servi à absolument rien. Donc, c'est d'adapter tout ça. Il y a des questionnaires, il y a toutes sortes de choses. C'est des choses un petit peu plus, qu'on retrouve un peu plus faciles. Le TRAC, c'est des questions bien niaiseuses comme tu t'assures-tu d'avoir eu tes résultats d'examen? As-tu un calendrier pour ta médication dans la journée? Tu sais-tu comment ça marche pour payer tes cathéters? Donc, tu sais, des questions bien simples, mais questions où il n'y a jamais pensé, bien, des fois, on ne le sait pas vraiment. Il y a des organismes au niveau américain qui ont fait des choses comme ça pour essayer de guider, de dire comment on peut aider les cliniques et les choses. Donc, ils ont des sites très bien bâtis. Mais bref, il y a une ligne du temps qui est généralement bien acceptée par tout le monde. Donc, à 12 ans, donc au secondaire, on commence à en parler. Nous autres, ici, ça marche comme ça. À 14 ans, bon, on va commencer à se mettre des étapes de qu'est-ce qu'on fait ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais faire. Ah, le prochain rendez-vous, tu viens tout seul pour le début de la visite. 16 ans, on progresse encore. On commence à s'en aller dans le centre adulte et entre 23 et 26 ans, on est intégré, on connaît comment ça marche et tout ça. Il y a beaucoup d'embûches. J'ai peur. Voyons, je suis tellement habituée, ça fait 18 ans que je vais à la même place, que je vais voir la même personne. Hey, l'autre rendez-vous, il était elle était en congé de maternité, c'était quelqu'un d'autre, ça ne marchait pas, mais je savais qu'elle allait revenir. Donc, toutes ces choses-là. Puis, c'était bien mieux en pédiatrie. Ici, on ne sait pas comment ça marche. Vous ne le savez pas comment vous ne me connaissez pas. Les parents ont l'impression de perdre le contrôle. Hein? On parle à l'adulte, c'est plus... On appelle au numéro du parent. Donc, c'est toutes des choses là, qu'on se dit, bon, effectivement, c'est des problèmes. Quand on demande aux patients, aux clients, c'est quoi l'embûche numéro 1, très surprenamment, ou peut-être de façon très évidente pour vous autres, c'est les difficultés de transport. Malgré tout ça, d'aller au centre adulte semble être une chose plus difficile qu'aller au centre pédiatrique. Les docteurs aussi, ils n'aiment pas ça. Quand je suis un pédiatre et que je suis très englobant, puis que je veux te garder, puis que je me dis « je vais-tu t'envoyer voir quelqu'un d'autre? » D'un coup, tout le travail qu'on a fait pendant 18 ans, là, qui nous scrapait ça dans les prochains 2-3 ans. Puis, comme on s'est dit tantôt, « Oh, t'es en fauteuil. » Ouais. Moi, dans ma clinique, là, que je vois 80 patients d'urologie dans ma journée, là, d'habitude, les gens, ils embarquent sur la table de cystoscopie, ils montent et descendent, puis même le petit monsieur de 80, là, on va l'aider avec sa marchette, là. Mais je n'ai pas personne, moi, pour te transférer sur la table. Donc, c'est toutes des choses qui... puis, quand c'est plus long, en médecine, c'est payé au nombre de monde que tu vois. Bien, si tu ne vois pas grand monde, bien, c'est pas beaucoup d'argent qui rentre, puis il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis dans les infrastructures pour accommoder. Hein, parce que c'est toujours surprenant de voir comment les salles de bain dans des hôpitaux, des fois, ne sont pas organisées pour vous autres. Puis, bien, comme il n'y a pas beaucoup de spin-off, bien, l'expertise, meilleur où on est, puis plus on va vouloir être bon, mais plus qu'on en voit, meilleur on est. Mais quand il n'y en a pas beaucoup, bien, il faut se garder à jour et tout ça. Et la grosse différence entre un centre adulte et enfant, chez nous, en tout cas, ça marche que tu as un rendez-vous une journée, tu vois le pédiatre, l'orthopédiste, le physiatre, l'urologue, la travailleuse sociale. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, tu vois tout le monde. Tu fais un rendez-vous, puis ils se sont occupés de tout. Tu n'as pas eu à faire 5 rendez-vous et dire « Ouais, l'urologue, il me verrait le mardi, peux-tu vous voir le mardi? » Tout déjà organisé. Du côté adulte, tu sais, moins un peu comme ça. Puis quand il y a moins d'automatisme, il y a plus d'autonomie, là. Tu sais, moi, je me suis fait dire quand je suis arrivée, puis j'ai un peu le choc aussi du centre adulte, de me faire dire « Ah, il n'est pas venu, il va falloir le rappeler. » Non, il est majeur et vacciné, là.
il faut qu'ils se prennent en charge. Le but du centre de réadaptation, c'est l'autonomie. Bien, il faut qu'ils apprennent. OK. Donc, il y a beaucoup de modèles, il y en a beaucoup qui sont bons sur papier. Ça a l'air super bon, on l'essaye sur le terrain, ça ne marche pas beaucoup, il y a beaucoup de frustration, de choses comme ça. Il y a beaucoup de modèles parce qu'il n'y en a pas un parfait. Il y a beaucoup de constats d'échecs. Il y a des cliniques, il y avait une super idée, eux autres, ils ont fait ça dans le même bâtiment. La clinique adulte était l'autre corridor à côté, puis ils n'ont pas eu de taux de présentation, puis ils ont eu le même 60% qui ne venaient pas à leur rendez-vous. Puis même c'était leur urologue pédiatrique qui faisait du bord adulte parce que le système était pas le même. Les solutions, il y a des gens qui ont dit, est-ce qu'un physiatre qui connaît beaucoup la réadaptation et tout ça serait un bon médecin de famille ou interniste qui pourrait être le chef d'orchestre de tout ça? Actuellement, dans le système où on est, les physiatres, il y en a comme ça. Moi, dans notre milieu, on a de la misère de faire voir quelqu'un qui n'a pas une problématique aiguë à un physiatre. Tu sais, pour le suivi, puis l'ostéoporose, puis tout ça. Donc, ou d'avoir des médecins de famille dédiés. Mais notre ministre, actuellement, ne favorise pas, comment je pourrais dire ça de façon correcte, ne favorise pas la participation des médecins de famille dans des centres de santé. Il veut les envoyer dans les cliniques. Dans les cliniques. Au CHUL, on avait une unité de médecine familiale qui ferme cet été parce que les médecins de famille n'hospitaliseront plus les patients. Ils veulent que ce soit les spécialistes qui les hospitalisent. Donc, c'est un peu la même chose pour les centres de réadaptation. Il n'y a pas d'incitatif beaucoup. Je lève mon chapeau à ceux qui le font parce que c'est un peu contre les volontés du système. Mais bref, commencez tôt, pas dire « OK, on s'en va » et tout ça. On fait ça par petites tranches, par petites étapes. Et l'autre chose qui était suggérée, c'est de dire « Commençons la transition adulte, mais ayons encore un pied dans la bâtisse pédiatrique. » On va avoir l'impression qu'il y a vraiment un mouvement qui se fait et non pas une fermeture. Tu es rendu à l'adulte, la porte est fermée et tout ça. Les éléments clés, préparation du patient, d'être flexible, d'essayer de coordonner les choses, puis de bonne heure, encore, je dis la même chose, puis de se trouver un réseau. Pour moi, de dire, bon, je t'envoie-tu voir, tu vas être rendu à 18 ans, je t'envoie-tu voir l'urologue à Rivière-du-Loup, hein, comme tout ça, tu vas-tu être capable, ça l'intéresse-tu dans son modèle d'hôpital? Tu sais, si tu as besoin de faire un bilan aérodynamique, tu as besoin d'être transféré sur la table, mais il n'y a pas de lève-personne dans la salle ou la salle est trop petite, il ne va pas t'envoyer là. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. Puis le constat des patients, c'est hors des villes, c'est difficile. Faut se bâtir un réseau parce que si je vais à l'urgence à Amkoui, bien, ça se peut qu'ils ne m'aident pas bien, puis peut-être qu'ils vont faire pire. Les cliniques partagées, comme on vient de parler, puis de peut-être le 21 ans, 25 ans, d'élargir cette chose-là parce que le processus de transition, en fait, est sur toute la vie. Puis d'avoir à ça intégrer le reste de la vie. Il n'y a pas juste les soins médicaux, il y a le reste de la vie. Donc, les besoins de savoir que je vais aller voir quelqu'un de compétent, qui ne m'abandonnera pas, qui sait de quoi il parle et surtout de savoir si j'ai un problème, qu'est-ce que je fais. Bref, j'ai lu beaucoup, j'ai essayé de vous transmettre une petite partie de ce que j'ai réussi à lire, à vivre au jour le jour. Notre modèle chez nous, il est moins que parfait. On apprend, on fait des changements pour essayer de servir tout le monde, parce que si j'ai une boîte vocale, puis que j'ai 50 messages à tous les jours des 50 mêmes personnes, je ne serai jamais capable de m'occuper des autres 1000 qui viennent à ma clinique. Donc, on a beaucoup de croûtes à manger. Les parents, les patients, les soignants sont intéressés à ce que ce soit le plus facile possible et que tout le monde soit heureux là-dedans. Mais bref, ça demande un travail d'équipe et on s'ajuste au fur et à mesure. Merci beaucoup.